Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tokenisé. Aujourd'hui, grande nouvelle, Realty est enfin sorti du silence. Après 2 mois de disparition totale, l'équipe s'est exprimée. Et ce qu'ils annoncent, ça pourrait complètement changer la donne. Mais est-ce que ça va vraiment sauver la boîte? On va décortiquer tout ça ensemble et je te dirai ce que j'en pense. On parlera aussi de Phil Fourcheux, un contributeur de Realty et qui a misé très gros dans cette aventure. Et parce que l'écosystème tokenisé, c'est pas juste Realty, on fera aussi le point sur Rental qui enchaîne les projets. On parlera aussi d'Atoa qui avance discrètement avec une approche 100% française et de Bolero qui vient de lancer un indicateur que j'ai envie de décortiquer avec toi. Allez, on commence avec Realty. Si tu suis ce podcast depuis quelques temps, tu sais exactement où l'on en est avec la plateforme. En vrai, la situation a commencé à déraper en juillet 2025. C'est le moment où Realty a arrêté de payer les loyers à Détroit. Puis totalement sur toutes les propriétés à partir de février 2026. Zéro peanuts, nada. Et depuis 2 mois, c'est le silence total de la part des deux frères. Ils ne feront plus aucun commentaire sur le sujet. C'est la demande de leur avocat et à l'époque, cela se justifiait par la procédure judiciaire en cours. Résultat, sur le YAM, c'est la catastrophe. Comme tu le sais, des tokens qui au départ valaient 50 dollars s'échangent aujourd'hui entre 10 et 11 dollars. C'est des décotes qui peuvent aller de 60 jusqu'à moins 90%. Et là, on n'a plus aucune option de sortie. C'est dans ces conditions de marché extrêmes que les deux frères ont décidé de faire leur retour. Retour? Non, pas vraiment. Ils ont juste envoyé un mail, un simple mail. Moi, je l'ai reçu mercredi, 2 mois après le gel de tous les loyers. Realty a enfin pris la parole. Ils sont enfin sortis de l'ombre. Et ce qu'ils annoncent, c'est ça. Un accord de principe qui aurait été conclu avec la ville de Détroit. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, ils auraient aussi choisi pour nous, sans nous consulter au préalable, un fiduciaire pour gérer et prendre le contrôle total des actifs. Actifs dont nous sommes censés être les propriétaires. Mais bon, admettons que ce n'est qu'un détail. Le gars s'appelle Monsieur Charles Belloc, et c'est censé être un as dans son domaine. Comme à chaque fois d'ailleurs chez Realty. Il recrute toujours les meilleurs et ça s'est confirmé lors des différentes expériences. Non pas qu'il soit incompétent, ça je n'en sais rien, mais ils ont dit que c'était un expert dans leur mail, et que c'était vraiment un bon, un vrai pro. Et à chaque fois, on y a le droit. Toujours le même marketing à la Realty. Bon, peut-être qu'il est vraiment très fort, hein, et je l'espère d'ailleurs, parce qu'en ce moment, je crois qu'on en a vraiment tous besoin. Mais ce qui m'agace, c'est ce marketing. Toujours répéter qu'ils s'entourent des meilleurs, qu'ils prennent les meilleures décisions. Ça me fait beaucoup penser à Macron qui, à chaque fois, réévalue les situations quand il s'annonce au public en disant que c'était incroyable. Alors que c'était foiré du début jusqu'à la fin. À un moment, il faut savoir assumer les choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, ce gars-là, Monsieur Belloc, il est présenté comme un tiers de confiance choisi par Realty et qui représente à la fois la ville de Détroit et les intérêts des propriétaires. Son mandat est assez précis. Prendre possession du compte de séquestre de la ville, et qui contient à ce jour plus de 750 000 dollars, qui sera ensuite dédié aux réparations et à garantir l'obtention des certificats de conformité, les fameux COC. La ratification finale de l'accord est prévue pour la mi-avril 2026, et le verdict judiciaire final, lui, comme tu le sais, il est attendu pour la fin mai 2026. Donc le jugement, il aura lieu avant cet accord. Ce qui me laisse du coup perplexe. Parce que ça signifie qu'en réalité, on n'a pas vraiment appris grand-chose de nouveau. Oui, les deux frères ont trouvé un mec de confiance, même si ça reste à vérifier, mais en fonction du jugement, si ça se trouve, il ne se passera rien, et tout ça, ce n'est que du bruit. Donc on va essayer de prendre un peu de recul. Déjà, un accord de principe, ce n'est pas un accord, c'est juste une intention. Entre-temps, les loyers ne vont pas reprendre. Les multiples questions sur le LLC n'auront pas de réponse, ainsi que toutes les interrogations que tu as sûrement. Donc non, moi je vois pas cela comme une annonce incroyable. Mais peut-être que je me trompe et que vraiment ce sera une planche de salut pour nous les token holders. En tout cas, pendant ce temps, d'autres chiffres commencent à circuler. Avant les blocages, Realty reversait environ 90 000 dollars par semaine aux investisseurs. Et aujourd'hui, les versements via ARMM et XDAI ne représentent plus que 36 000 dollars, moins de la moitié de ce qui était redistribué avant. Donc je pense que Realty est en train de nous enfumer sévère avec les loyers. Mais peut-être qu'ils utilisent réellement la différence pour réaliser les rénovations qui sont nécessaires. Mais à nouveau, à part espérer que ce soit le cas, on ne peut pas faire grand-chose. C'est surtout un sentiment d'impuissance que m'a provoqué la réception de ce mail.
Alors si l'objectif était de rassurer les investisseurs, pour moi en tout cas c'est un échec total. Pour autant, j'ai bien conscience qu'il est trop tard pour réagir. J'ai refusé de vendre, et maintenant je vais devoir attendre le procès pour savoir ce qu'il en est. Après, il faut quand même rester positif. Les prochaines semaines seront décisives, et s'il y a une ratification du contrat en avril, si jamais cela se confirme, le fiduciaire va commencer à travailler sur les propriétés et les réparations urgentes. Donc cela pourrait vraiment tout changer. Affaire à suivre. Concernant Realty de nouveau, Phil Fourcheux s'est exprimé sur la chaîne de Tapadizzi. C'était vraiment très intéressant de l'entendre et je t'invite à aller voir son interview. Parce que c'était la première fois qu'il s'exprimait sur le sujet. Pour rappel, c'est le gars qui travaillait pour Realty et qui devait trouver des biens pour la plateforme en Amérique latine. Et Phil, ce n'est pas un investisseur lambda qui a mis 500 euros sur Realty. Il était déjà investisseur de la plateforme avant de bosser pour eux. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez humble, je trouve, et qui croyait au projet au point de changer totalement sa vie pour Realty. Mais on va y revenir. Basé en Colombie, il a investi personnellement jusqu'à 63 000 dollars sur Realty. Et aujourd'hui, il n'y en reste plus que 21 000 de tokens bloqués. Mais ce qui rend son témoignage particulièrement lourd, c'est pas juste sa perte financière, c'est ce qu'il a pu voir de l'intérieur. En effet, Phil a rencontré Rémi Jacobson à Cali en avril 2024. Il a démissionné de son poste à Paris à la mi-septembre 2024 pour s'investir pleinement dans le développement de Realty. Sur le projet Cali, il explique par exemple que le premier bien en Colombie a été acheté en juillet 2024. La promesse de vente a été signée en février 2025, mais l'acte notarié, qui va vraiment officialiser cet achat pour les appartements, lui, il n'aurait été signé que le 11 avril 2025. Sauf que ces appartements ont été mis en vente sur la plateforme bien avant la signature. Et des loyers ont même été payés pour Cali alors qu'il n'y avait aucun locataire à l'intérieur. Laisse-moi te répéter un peu tout ça pour que tu comprennes. Des loyers ont été versés aux token holders alors qu'il n'y avait aucun locataire à l'intérieur des biens. Alors les loyers, ils venaient d'où? Bah ça apparemment personne ne le sait. Et pour le projet Vigo, qui prévoyait la tokenisation de 4 appartements à Medellín, il est juste mort dans l'œuf, car les promoteurs du projet ont refusé de travailler avec Realty par un courrier officiel qui leur a été envoyé le 17 octobre 2024. Et pour moi, ce témoignage, il change quelque chose dans la nature de ce que l'on peut penser de Realty. Parce que les problèmes de Détroit, on peut en partie les attribuer au contexte local. Le marché immobilier est dégradé, il y a eu des incendies, des criminels qui se sont installés dans certains logements, une mairie qui était peut-être un peu agressive, surtout en campagne pour sa réélection. Tout ça, c'est réel. Mais le projet en Colombie où les tokens sont vendus avant la signature d'un acte notarié, et où des loyers fictifs sont versés, bah ça, c'est pas juste un problème de contexte local. C'est un problème de méthode, voire même de processus pour l'entreprise Realty. Et pour Phil, qui a parlé de ce projet, qui l'a présenté à Realty, qui a mis son nom, donné des dates, des faits, ben tout ça, ça pèse lourd sur sa propre carrière. Parce que ce n'est pas un troll anonyme. C'est quelqu'un qui avait un tout intérêt à se taire et qui a choisi de ne pas le faire. Alors, comme tu t'en doutes, dans la communauté, le témoignage de Phil a beaucoup circulé. Et la réaction a été quasi unanime. Respect et empathie pour ce type. Parce que Phil incarne quelque chose que beaucoup de token holders ressentent. La trahison de la confiance. Il avait cru à un projet au point de quitter son travail, au point de s'installer en Amérique latine. Et ce qu'il dit dans cette interview, ce n'est pas seulement qu'il y a eu une mauvaise gestion involontaire, c'est que cela a été organisé volontairement. Même si bien entendu, on peut aussi imaginer qu'il n'avait pas accès à toutes les infos, et que son retour sur la situation est basé avant tout sur son propre prisme. Parce que peut-être que Realty s'exprimera un jour sur ce sujet, mais pour le moment, on n'a que sa version à lui. Et dans tout ça, bah, la communauté se pose une question légitime. Si ça s'est passé comme ça en Colombie, combien d'autres situations similaires existent sans jamais avoir été rendues publiques? J'espère qu'un jour on en saura plus, que Realty aura des explications sur toutes ces centaines de questions qu'on se pose aujourd'hui, car pour le moment c'est le flou total. En tout cas, voilà où on en est. Alors maintenant, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Le premier réflexe, je pense, c'est de ne pas vendre en panique. Les décotes sur le YAM ou sur Pitsby sont monstrueuses.
Comme je te le disais tout à l'heure, on est entre -60 à -90%. Alors pour moi, c'est clairement pas le moment de vendre. Ce n'était déjà pas le moment de vendre il y a quelques mois, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Car vendre, c'est aussi cristalliser une perte maximale au pire moment. Et avant de prendre cette décision, il faut aussi se poser une question froide. Est-ce que ta position sur Realty représente une part significative de ton patrimoine? Ou alors est-ce que tu as eu la chance de diversifier et que Realty ne représente qu'une seule petite exposition? Donc ça voudrait dire que tu peux te permettre d'attendre. Si c'est la deuxième option, alors personnellement, je te conseille d'attendre. Après, tu seras bien évidemment le seul décisionnaire et pour la plupart d'entre vous, je pense que ceux qui avaient l'intention de vendre l'ont déjà fait. Mais voilà, c'est mon avis en tout cas aujourd'hui et que j'avais envie de te formuler. Bien entendu, il y a aussi des opportunités sur le marché secondaire, car des tokens à moins 80%, c'est quand même assez incroyable. Surtout que le sous-jacent, il est toujours là. Alors peut-être que la propriété est questionnable, peut-être que le bien n'est pas forcément en bon état, mais on ne vend pas un bien qui a perdu 80% sur le RMM dans sa partie tokenisée, mais pas dans sa partie réelle. En tout cas, c'est mon avis, hein, mais bon, personnellement, je n'achèterai pas non plus des propriétés avec une telle décote. Pas avant qu'on ait obtenu les résultats du procès de mai 2026. Car les questions juridiques sur les LLC et toutes les problématiques que l'on peut se poser n'ont pas du tout été résolues. Pour moi, ce n'est donc ni le moment de vendre, ni le moment de racheter. Maintenant, si on doit parler du RMM, les prêteurs qui veulent récupérer leur USDC ne le peuvent toujours pas. Les caisses de Realty sont entièrement vides. Dernièrement, les taux d'intérêt ont même été temporairement bloqués à 0%. Cela a peut-être été fait pour protéger certains gros porteurs sur Realty. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que le RMM est mort littéralement. En tout cas, il est mort dans sa fonction initiale. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc le seul espoir qu'il nous reste, entre guillemets, c'est que les loyers reprennent un jour. Car si les loyers reprennent, les biens retrouveront une vraie valeur. Et alors là, les emprunteurs pourront commencer à rembourser et le cycle pourra alors s'inverser. Sinon, franchement, je ne vois pas du tout ce qui inciterait qui que ce soit à rembourser ses dettes. Mais après, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas pris en compte. Mais pour moi, tout est lié. Si le process passe bien, entre guillemets, que Realty s'engage avec le fiduciaire, alors peut-être que l'entreprise arrivera à redresser la barre. Ou alors, on ira en faillite et je croise les doigts pour que Realty soit racheté. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de peut-être. Et en réalité, comme beaucoup d'entre nous, je ne sais pas ce que va devenir Realty. Je n'ai pas envie de cracher sur cette entreprise que j'ai vraiment adorée par le passé, mais à ce stade, à part attendre un dénouement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors passons à Rental. Car même si je n'aime pas beaucoup cette plateforme, la machine espagnole est vraiment bien huilée. Elle fonctionne extrêmement bien en ce moment, et comme tu vas le voir, ils sont en train de devenir la nouvelle référence du secteur. Car Realty, je t'en avais parlé la dernière fois, aujourd'hui c'est 18 000 investisseurs qui sont littéralement bloqués. Sur Rental, on en est à plus de 32 000, pour plus de 110 projets tokenisés en 5 ans. Alors c'est bien sûr beaucoup moins de projets que sur Realty, mais visiblement leur modèle à eux, il semble tenir la route. Car ils en sont déjà à plus de 100 millions de dollars d'actifs réels tokenisés, et selon le classement de rwa.xyz, Rintal occupe désormais la première place en nombre d'actifs tokenisés. Je t'en avais parlé le mois dernier, mais Rental a également sorti sa propre DAO. Elle a été lancée officiellement le 10 mars 2026 et déployée sur l'infrastructure aragon.org. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que désormais, les détenteurs de tokens de la plateforme ont un pouvoir de vote sur les décisions de Rental. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, le projet Valencia 5 vient de terminer après 1216 jours de parcours, soit plus de 3 ans et demi, et le résultat est assez positif. Le rendement net annuel pour les loyers a été de 10,3% et un rendement total sur la durée de 36,97% en 3 ans et demi. Ces chiffres ont une valeur toute particulière dans le contexte actuel, car ce n'est pas une promesse. Cela démontre que leur modèle fonctionne réellement. 10% net annuel sur de l'immobilier fractionné en Espagne, c'est quand même assez incroyable pour pouvoir être noté. Alors je ne sais pas si sur Rental tous les projets sont de la même qualité, mais si tu avais investi sur celui-ci, ce qui n'était pas mon cas,
J'imagine que tu dois être vraiment content. Dernièrement, Rental a proposé également le projet Saltafor en Argentine. Et il a été financé à 100% en moins de 48 heures dans le courant du mois de mars. Ce qui veut dire que l'appétit des investisseurs n'a pas non plus disparu. Même dans un contexte de méfiance post-realty, quand un nouveau projet sort, il peut être sold out très rapidement. Car aujourd'hui, Rental est perçu très positivement par la communauté francophone. Et j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'investisseurs et qui cherchent une alternative à Realty ont décidé de se tourner vers Rental. En tout cas, l'arrivée de la DAO a été très bien perçue. Moi, comme je te l'ai dit, je n'aime pas trop leurs projets. Ce que je cherche, ce sont des petites propriétés individuelles ou des gros complexes dans une ville de préférence sinistrée, mais qui pourraient repartir, avec un marketing important et beaucoup de communication sur le sujet. Je cherche des biens immobiliers où je peux toucher des loyers tous les mois et où il y a un potentiel de plus-value important. En gros, c'est ce que proposait Realty. Mais on a tous vu où cela nous a menés et peut-être qu'il faudrait que j'élargisse très largement mes critères. Ou que je commence à investir dans des villes avec un risque peut-être un peu plus faible. En tout cas, je suis en train de réfléchir à tout ça en ce moment, et pour ma part, la plateforme qui sort du lot, c'est clairement Atoa. Parce que je t'en ai déjà parlé la dernière fois, mais Atoa, au niveau sécurité pour les investisseurs, ils ont passé un cap énorme le mois dernier. Désormais, ils ont l'intention de scinder entre guillemets leurs activités. D'un côté, il y aura toujours Atoa qui va chercher les biens, négocier les acquisitions, etc. Et d'un autre côté, il y aura le fiduciaire qui va acheter le bien pour nous et le sécuriser en dehors des caisses d'Atoa. Et le fiduciaire, comme Realty est en train de le proposer avec 6 wagons de retard, là où plus personne ne croit à la plateforme, c'est un mec qui a de lourdes responsabilités et qui ne dépend absolument pas d'Atoa. Donc ce modèle pour moi, il est beaucoup plus safe et pour le coup, le timing est bien meilleur pour Atoa et vraiment je suis très fier d'avoir découvert cette plateforme, de pouvoir la suivre et de me rendre compte qu'elle a des valeurs qui sont incroyables et surtout, je suis fier que cette plateforme soit française. Mais bref, niveau actualité, Atoa est en train de transférer actuellement la plupart de ses contrats sous forme de lignes entières de souscription. Et surtout, point important, le contrat de souscription chez Atoa est nominatif. Donc les tokens émis par Atoa seront aussi nominatifs. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ton identité est juridiquement liée au token. Alors oui, c'est moins anonyme que sur Realty et c'est beaucoup moins liquide sur un marché secondaire parce qu'il va falloir changer le nom du propriétaire à chaque fois, mais c'est infiniment plus traçable et juridiquement mieux protégé. D'autant plus que toutes ces propriétés sont détenues dans une fiducie qui n'appartient pas à Atoa. Donc il y a notre nom, on est vraiment propriétaire et cela est sécurisé dans une fiducie. Moi je trouve que c'est juste incroyable leur modèle. En France, avec le cadre AMF et les évolutions réglementaires en cours, c'est probablement la meilleure direction qu'Atoa pouvait prendre. Bien sûr, tu vas sacrifier un peu de liquidité, tu auras peut-être des rendements moins importants, mais tu auras beaucoup plus de sécurité juridique. Et finalement, c'est peut-être ce qu'on cherche en ce moment. Mehdi, l'un des responsables d'Atoa, est justement en train de finaliser une due diligence pour un nouveau projet et qui devrait sortir à la fin mars. Les détails ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, mais je te tiendrai bien évidemment au courant dès que j'en sais plus. Passons à Bolero à présent. C'est une plateforme de tokenisation en droits musicaux, et si tu ne la connais pas, j'ai fait un podcast entier sur le sujet et que je t'invite vraiment à aller voir. Concrètement, avec Bolero, tu achètes des fractions de royalties et tu touches ta part chaque fois que les œuvres génèrent des revenus. Il peut s'agir du streaming, de la radio, de la télé, de YouTube, etc. La plateforme compte aujourd'hui plus de 20 000 investisseurs et les rendements initiaux se situent entre 7,5% et 20% selon les actifs. Niveau actualité, le 11 mars 2026, Bolero a introduit un nouvel indicateur, le PRR, Price to Royalties Ratio. Et franchement, c'est un outil vraiment très intéressant. Le principe est simple. Le PRR mesure combien de fois les royalties des 12 derniers mois sont reflétées dans le prix réel de l'actif. Donc si un catalogue, par exemple, génère 100 000 euros de royalties par an et que sa valeur sur le marché est de 800 000 euros, le PRR est donc de x8. Et Bolero te donne aujourd'hui ses références de marché pour que tu puisses aussi t'ajuster. En gros, en 2025, je sais par exemple que le catalogue de Pink Floyd
a été acquis autour de 8 fois ses revenus, et si tu le compares au catalogue de The Weeknd, qui aurait été valorisé autour de 18 fois ses revenus, ben ça crée une différence très importante. Et la fourchette de référence entre x8 et x18, c'est censé t'aider à mieux déterminer la longévité, la popularité et le potentiel de la croissance de l'actif en question. Car un actif à x5 sur Bolero, sachant que les droits musicaux sont très spéculatifs, ben c'est soit une opportunité, soit un signe que les revenus sont en train de décliner. Et à contrario, un actif à x22, est-ce que c'est vraiment justifié? Ou l'actif est juste surévalué? Le PRR te donne en gros un repère pour te poser cette question. Je ne sais pas si toutes mes explications étaient très claires, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast et j'avais envie de te poser la question qui divise. Après 2 mois sans aucune communication, Realty vient enfin de briser le silence. L'accord de principe est là, le fiduciaire est nommé et le calendrier est posé. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour nous? Dis-le moi en commentaire car pour moi ce n'est pas le cas et j'ai vraiment hâte de savoir ce que t'en penses. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à jeter un œil à ma chaîne principale S'émanciper, où je t'explique comment utiliser Bitcoin au quotidien et pourquoi j'ai investi presque toutes mes économies. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Et en attendant, je te laisse avec mes autres podcasts sur l'immobilier tokenisé. Prends bien soin de toi et je te dis à dimanche prochain.